ça vient d'où et comment ça va se transmettre et quelle serait vraiment la permanence de ces concepts-là, que dans ta pratique d'analyse, il est vraiment un concept fondamental et qu'il sera fondamental dans les thèses que tu diriges, dans les programmes scientifiques que tu as l'occasion de mettre en marche, des choses comme ça. Et bon, là, je passe au quatrième et dernier aspect et aux conclusions. Vous voyez que c'est de la sémiotisation qu'on parle là, c'est de la sémiotisation du texte théorique et des pratiques scientifiques. Quatrième aspect, les aspects programmateurs, les contenus, et persuasifs, les assertions d'un côté, des discours théoriques analysés. Là, je dois à Greimas cette opposition entre programmation et persuasion. Greimas fait référence à cette opposition, à mon avis, la première fois, dans un texte sur le discours didactique. Donc, il dit, le discours didactique, il peut être analysé en termes de programmation et en termes de persuasion. Les textes théoriques, pour moi, c'est la même chose. Pour moi, pour tous, pour nous tous. Or, le texte théorique, comme tous les textes expositifs ou bien explicatifs, opère par l'étendue de la programmation, là c'est la quantité de la théorie, et l'intensité des assertions, c'est la qualité des faits théoriques. Ainsi, le discours théorique crée l'objet théorique et conçoit et garantit en même temps sa permanence et sa proéminence à travers des stratégies énonciatives qui valorisent ou effacent certains aspects du programme scientifique. Par exemple, le concept de narrativité n'a pas perdu sa spécificité et sa place dans les projets sémiotiques, mais sa valeur, en revanche, notamment depuis Zeberberg, chez les Greimassiens, a été relativisée par la sémiotique dite tensive. 2 paragraphes de conclusion. Chroniqueurs ou bricoleurs, les sémioticiens sont censés faire de l'historiographie de manière consciente et ordonnée. Avant même de donner sa propre contribution au champ de l'historiographie des sciences du langage, en sémiotisant ce que réclame une solution proprement sémiotique, les sémioticiens devront chercher à comprendre les spécificités de l'historiographie. Les principes recensés précédemment engendreront au fur et à mesure une historiographie sémiotique ou plutôt métasémiotique. L'historiographie qui aborde la sémiotique par des moyens eux-mêmes sémiotiques. Rêve d'extrême réflexivité ou éloge de l'autoréférence, la boucle est bouclée, la sémiotique est sémiotisée. Merci. Merci, mais nous sommes tous aussi dans les séances, mes chers amis. On passe aux conclusions. Non. Allez-y, Thomas. Merci beaucoup, Jean, et c'est une joie d'écouter un autre historien de la sémiotique. Cyril, merci beaucoup. Je te pose une question générale que je me pose et que d'autres posent à des gens dans notre situation, et c'est la réponse est ouverte mais très importante. Donc, il y a beaucoup de sémioticiens qui trouvent que c'est inutile de faire de l'histoire de la sémiotique. Il faut tout simplement continuer à développer la sémiotique. Donc, quelle est l'utilité, selon toi, des recherches sur l'histoire de la sémiotique? Pourquoi sont-elles importantes? Pourquoi est-ce que nous le faisons? Bon, Thomas, merci de cette question. C'est une question vraiment toute simple et même, comme tu as dit, capitale. Parce que c'est la question qui est à la base de tout ce qu'on fait. À mon avis, je vais essayer de trouver les bons mots. Et, à mon avis, on fait de l'histoire de la sémiotique pour ne pas se répéter.
Et là, il y a une chose, notamment chez les sémiotiens qui ont des écoles, des clubs, des bandes de petites fidèles, qui m'étonne beaucoup. Et moi, je suis, du point de vue de ma formation, moi, je suis un vieux grémassien de 90 ans. Et de ma formation, pas que d'un point de vue de nos jours, de mes travaux sur l'histoire de la sémiotique. Mais il y a une chose qui m'étonne dans les écoles, que c'est un peu les tentatives inutiles, vraiment, de contrôler les faits théoriques et en plus de faire avancer de manière tout à fait artificielle le développement de la science. Donc, ce n'est pas en démultipliquant des taxonomies, des classements, des concepts qu'on va trouver, et même si on fait cela à partir des objets. Parce que voilà, c'est les principes sémiotiques comme on sait. Il y a la sémiotique objet, après il y a la description sémiotique, et après la sémiotique elle-même, c'est la théorie généralisée. Même si on décide de suivre les pas de formation de la pensée sémiotique, qui sont des pas qui nous conduisent toujours d'un point de vue de l'objet, un point de vue de généralisation des objets, à mon avis, on ne gagne pas rien, on ne gagne rien d'essayer de démultiplier les concepts et les notions et les termes avant de bien les expliquer. Et notamment, en plus de ces problèmes des quantités de termes, parce que c'est difficile d'apprendre la sémiotique, de comprendre la sémiotique. Et pas aux étudiants des premiers cycles, à tous les étudiants, à tous les chercheurs, à nos collègues dans nos départements, c'est difficile de dire qu'est-ce que c'est la sémiotique et pourquoi. Il y en a tellement de différences, mais des différences, ce sont des différences au niveau des pratiques rhétoriques, mais pas vraiment au niveau épistémologique et au niveau méthodologique. Moi, je crois que ce serait mieux de trouver des rassemblances, des points de contact, d'établir des dialogues au niveau de l'histoire, d'en préciser les différences. Donc je crois qu'on fait de l'histoire de la sémiotique pour ne pas se répéter et en plus pour être poli, élevé et minimalement cultivé pour vivre avec, pour vivre parmi les sciences humaines d'une manière honorable. Parce que sinon, on est un petit club, on est vraiment un secte et on aura le droit à... On dit comment ça en français, tampon? C'est pas... Caché. Un truc qui fait comme ça. Caché. Un cachet. Un cachet ou... Bon, au pire encore, pas un cachet, mais un truc qui va nous brûler la peau. Il va nous mettre une étiquette des Brésiliens aux Belges, aux Grémassiens, au groupe MU, etc. etc. Oui, pour nous défendre aussi, tu as raison. Landowski a une expression que j'aime beaucoup, que c'est celle d'une sémiotique extrovertie. Moi, je préfère celle d'une sémiotique décoincée, d'une sémiotique libre. Mais à la base, c'est pour ne pas se répéter. C'est un peu... Merci. D'autres questions? Oui, peut-être juste une demande quant au modèle que tu proposes pour l'historiographie de la sémiotique. Est-ce que tu le considères comme étant spécifique à cette discipline, ou est-ce que ce protocole peut servir aussi finalement de modèle pour faire l'histoire d'autres disciplines? Est-ce que par exemple les linguistes pourraient apprendre de la manière dont les sémioticiens peuvent faire l'histoire de leur discipline pour faire eux aussi autrement l'histoire de la leur ou d'autres disciplines? Non, bien sûr. Et la première chose, c'est un modèle assez simple à deux termes. Parce que c'est moi, si j'étais vraiment les grémassiens que je pense que je suis, je ferais un carré sémiotique pour bien accommoder les choses. Donc, une typologie à 4 termes ou plus,
le terme neutre, le terme complexe, à six termes par exemple, ce serait bien intéressant. Mais je me suis inspiré par ce modèle-là aux idées de Nietzsche, par exemple, dans un beau texte qu'il a écrit sur l'histoire, où là, il parle d'une histoire monumentale et d'une histoire finalement qui serait la préférable, que c'est l'histoire critique, polémique, avec beaucoup de contradictions, etc. Avec beaucoup... Comment? Oui. Il y a trois, c'est une typologie à trois termes, moi j'ai oublié le terme de passage. Antiquaire. Oui. Et Kern, par exemple, il va s'inspirer aussi de Nietzsche pour proposer une typologie de 4 ou 5 termes. Alors, j'ai essayé de repérer un peu les tensions présentes dans les différentes typologies. Il faut que j'explicite ça mieux parce que j'ai coupé une grosse partie de mon texte. Que j'ai essayé de récupérer les tensions, et là j'ai conservé les deux bouts, disons. On dirait un point zéro de la visée, pas zéro parce qu'il n'y a pas de zéro vraiment, mais un point initial des projets historiographiques où on va récupérer les mémoires et on va enchaîner les mémoires un peu comme Bourdieu disait qu'on donne un sens à la vie dans la mesure où on la raconte. Parce que raconter la vie, c'est donner du sens à la vie, c'est se justifier d'une manière ou d'autre, et un point de vue plus extrême en termes de démarche et potentiellement plus innovateur, que ce serait celui du bricolaire. Mais quand je dis qu'il n'y a pas de point de vue moral valorisant concernant les deux extrêmes, c'est qu'on peut faire de la mémoire ou on peut faire du bricolage avec des conséquences, des effets et des projets très différents. Donc ça, on peut, appliquer ces tensions-là entre mémorialiste, chroniqueur et bricolaire dans tous les modèles de description, en fait. Voilà mon corpus, c'est mon corpus bricolaire. Oui, mais il faut un spritz pour aborder certaines questions avec toi. Mais j'ai été très titillé par cette chose que tu as dite sur je ne sais plus si tu disais histoire intuitive, effectivement, enfin tu as employé ce terme intuitif par rapport à critique, et c'est vrai. Et alors oui, tu faisais ça, tu parlais d'historiographie sauvage, citant Fontanis, je ne me rappelle bien. Oui. C'est toi qui disais l'historiographie. Le terme d'historiographie sauvage, il nous tombe comme ça dans une conversation avec Jacques il y a longtemps. Et Jacques a fait une mention à historiographie sauvage, lui, dans un texte qu'il a écrit, je crois, sur la sémantique structurale, sur l'héritage de Grémas, en 2017. En tout cas, donc, ce que je vois, moi, c'est que c'est intéressant, cette histoire de sauvage, intuitive aussi. Un autre terme possible dans cette chaîne-là, c'est spontané. On parle souvent d'analyse, on dit, quand on fait au café, oui, toi tu fais de l'analyse sauvage ou de l'analyse spontanée. Hein. On ne dit pas analyse intuitive dans ce cas-là. Je crois que donc il y a deux choses, il y a deux couches. Il y a d'une part, on peut faire une histoire spontanée ou une histoire. Et alors j'aime beaucoup l'idée d'une histoire sauvage, c'est-à-dire anthropophage, c'est-à-dire on est là pour manger les autres. Hein. On fait une histoire pour manger les autres. Cette spontanéité n'est pas juste une guillerette. Hein. Mais par ailleurs, il y a une manière intuitive, je le rapprocherais plutôt d'implicite par rapport à. Et donc c'est pas l'histoire qui est implicite, c'est l'historiographie, c'est-à-dire les règles d'écriture de l'histoire qui restent intuitives ou implicites par rapport à une historiographie explicite et non intuitive.
ou critique. Et alors, à cet égard, évidemment, on peut très bien faire une histoire chroniqueuse qui est tout à fait explicite, voire critique, tu vois. Et par ailleurs, bon, ça c'était une chose, pour clarifier si on est d'accord là-dessus. Mais alors, ce qui m'intéresse, c'est à quoi ce que j'aime penser, c'est au fond, quand on est un historien bricoleur, qu'a-t-on comme matériel, sinon précisément les histoires spontanées. Je crois que c'est ça la différence. Un historien, c'est comme ça que je le présenterai, un historien chroniqueur, il ne s'occupe pas des discours historiques faits par les autres, il s'occupe des faits, des dates, etc. Il rétablit, il reconstruit, il construit une histoire. Alors que, mais c'est la question que je te pose, hein, est-ce que tu serais d'accord pour dire que faire une histoire critique ou bricoleuse, c'est en fait repartir des histoires spontanées, de tout ce que les gens ont dit, les sémioticiens ont dit, de leur vision de l'histoire et sémiotique pour reconstruire des choses comme tu as très bien mis en avant, à savoir que oui, c'est vrai quelque part que Yebslev fonde le fondateur et que Greimas de la linguistique de la manière que Greimas, qu'est-ce que je dis, que Yebslev fonde le fondateur de la linguistique à savoir Saussure, de la manière que Greimas fonde le fondateur de la sémiotique qui est Yebslev. Ça, c'est faire à mon avis de l'histoire critique à partir d'histoires spontanées qui sont ce qu'a dit Greimas ou Yebslev. Non, je suis d'accord avec toi et je commence par le terme d'intuition ou d'intuitif. Et en fait, le terme est spontané. Non? Et c'est un terme, à mon avis, plus adapté, et tu as raison, pour décrire un type de démarche vis-à-vis laquelle on n'a pas tout à fait le contrôle ou la conscience. Et le plus souvent, on fait des choses, on bricole à partir d'une histoire spontanée, que c'est des traditions orales, à mon avis. J'ai une hypothèse là-dessus. C'est une tradition orale parce qu'il n'y a pas suffisamment de textes, parce que finalement, les gens ne le valorisent pas beaucoup au niveau de l'histoire de la sémiotique. Alors, on n'a pas vraiment une tradition critique de la sémiotique. Et l'étudiant, par exemple, et nous compris, on est toujours en train on peut rendre visite à nos mémoires, au moment, où nos souvenirs, au moment où on a pris ceci, cela, et des fois, c'est spontané, mais ce que c'est spontané, ce n'est pas la présentation régulière de l'histoire, mais on peut la manière dont on est en désaccord avec l'histoire. Donc c'est un geste très complexe, cette histoire, ce geste-là de constituer une histoire spontanée. Parce que mon histoire spontanée de la sémiotique brésilienne, c'est une histoire dans laquelle je voudrais vraiment tout bouger. Hein. Mais la transmission, elle était pourtant régulière, en accord, pas un désaccord. Oui, le bricolage, je crois que c'est le geste, c'est un geste complexe, c'est un geste duquel nous avons non plus toute la conscience, mais en même temps, en termes des visées théoriques, en termes des points d'arrivée. Et on a vraiment une structure rhétorique, que c'est une structure rhétorique différente. Et là, il y a le problème des genres, c'est un problème qui Thomas a mentionné à sa manière, que c'est chaque type de matériel, chaque type de corpus et de texte va nous produire des effets un peu différents. Donc si tu prends par exemple des expositions dans une journée hyper spécialisée comme celle-ci par exemple, là le bricolage c'est un peu l'ordre. Parce qu'on est dans le champ,
on avance des propositions, il faut défendre, soutenir un point de vue. Et là, si on pense par exemple à des journées de doctorants, et où on est là, les choses se passent d'une manière un peu plus tranquille, parce que les gens sont en train de s'approprier de l'histoire de la sémiotique. Donc, l'histoire qu'on raconte dans une journée comme celle-ci, c'est une histoire. L'histoire qu'on raconte ailleurs, c'est une autre histoire. Donc, selon les genres, il y a des modifications très importantes par rapport à l'appareil rhétorique. Il a le besoin d'avoir une prise de position plus ou moins forte. Ouais, merci. Cette idée d'historiographie sauvage, ça peut nous sauver de beaucoup de choses aussi. Parce que c'est mieux d'assumer cet aspect-là. Sauvage au sens... Parce qu'en portugais, je ne sais pas si en français c'est comme ça, parce que chaque fois que je dis sauvage en portugais, les gens me disent « Mais non, ce n'est pas une historiographie primitive. » Parce que c'est sauvage au sens... C'est le sauvage structuraliste, que personne n'a compris d'ailleurs, sauf nous. Est-ce qu'on passe aux conclusions? On a encore des questions pour Jean. On passe aux conclusions. Merci encore. On les réapplaudit parce qu'il